Tu me dis, Bonjour Claude Grison, du CNRS. On va parler ensemble de solutions basées sur la nature et de restauration par les plantes. Donc ça fait partie des interviews qu'on mène au sein de Nous sommes vivants avant les lauriers de la régénération du 11 et 12 juin pour nous inspirer, nous donner envie, montrer des solutions. Alors Claude, est-ce que tu veux bien te présenter? alors oui, mais bonjour tout d'abord. Je suis directrice de recherche au CNRS et j'ai la chance voilà, de diriger un laboratoire interdisciplinaire qui s'appelle Chimie bio-inspirée et innovation écologique, qui traduit l'interdisciplinarité que l'on veut porter entre l'écologie scientifique et la chimie durable. Voilà, je suis aussi parallèlement professeure invitée au Collège de France et membre de l'Académie des sciences. Magnifique. Qu'est-ce qui te passionne? Alors, ce qui me passionne, eh bien, c'est de réfléchir à des solutions face aux grands problèmes clés responsables de l'effondrement de la biodiversité, mais pas simplement y réfléchir, c'est vraiment de trouver ces solutions et, si elles ont du sens, si elles sont pertinentes, de les accompagner le plus loin possible vers la sphère socio-économique pour qu'elles soient effectives et mises en place. D'accord. C'est fascinant. Et justement sur cet aspect des plantes, leur fonctionnement, la symbiose, leurs apports possibles, je crois que c'était le sujet d'un des colloques récemment. Est-ce que tu pourrais développer ce sujet? Oui, oui, tout à fait. Le colloque du Collège de France était destiné pour moi à montrer que la coopération était nécessaire à toutes les échelles de la vie. Et dans un monde très individualiste comme en ce moment, c'était de prouver, de s'inspirer du vivant, montrer à quel point il y avait des modèles de coopération qui avaient permis à des espèces vivantes, en fait, de survivre dans un milieu complètement hostile. Ce colloque était initié effectivement par un exemple très concret de symbiose entre une bactérie et une plante qui arrive à survivre donc dans un milieu, un ancien site minier, un bassin de décantation, souvent là où c'est le plus pollué, c'est-à-dire là où on a entreposé, lavé un minerai. Eh bien, voilà, alors qu'il n'y avait plus aucune espèce végétale, que la biodiversité au niveau micro-organisme est extrêmement réduite, eh bien, pourtant, une plante, et pas n'importe laquelle, une légumineuse, a réussi à survivre parce qu'elle a réussi à coopérer avec une bactérie du sol qui était une espèce bactérienne nouvelle, tolérante à ce milieu très contaminé. Donc c'est vraiment une démonstration biologique qui montre que le vivant, bah, c'est pas une collection d'individus autonomes ou indépendants, mais c'est vraiment un réseau de coopération. D'ailleurs, l'exemple symbiotique de la bactérie de la légumineuse montre très clairement que les tricheurs n'ont pas leur place, mais en revanche que cette coopération a permis à ces deux espèces de se développer durablement sur un site hautement contaminé. Oui, parce qu'en général, enfin, la symbiose bactérienne, on la trouve dans les champs. Il y Oui, a ouais. effectivement cet échange. Corrige-moi si je me trompe, mais je crois que c'est carbone Contre azote, contre azote, voilà. ah, on peut le dire Et comme donc, ça. Mm. effectivement, comme ça, on peut avoir Oui, des tomates hein, qui ont une juste quantité d'eau et de minéraux, et donc elles sont plus goûteuses que des tomates dopées oui, aux engrais. Et par contre, là, ce que tu dis, c'est qu'il peut y avoir des bactéries dans des sites contaminés de type minier. c'est ça, C'est ça la voilà. Et découverte. la découverte, oui, qu'on trouvait des mécanismes de survie qui sont vraiment impressionnants. Mais ce qui était important dans ce message, au-delà des stratégies que ces bactéries ont trouvées pour survivre dans un sol où il n'y a plus de sucre pour se nourrir, il n'y a plus de phosphore, il n'y a plus de nutriments, elles ont réussi à trouver un abri au Mhm. sein de cette légumineuse et à trouver les nutriments qui leur étaient essentiels pour survivre, donc des substrats carbonés très énergétiques qui sont produits par la photosynthèse de la légumineuse. Et en échange, en étant abritées et nourries par la légumineuse, ces bactéries ont eu également le rôle qu'on leur connaît, c'est effectivement réduire l'azote de l'air en ammoniac, qui est l'engrais azoté de base, hein, et à transférer
cet ammoniac sous une forme assimilable pour la plante qui s'en est nourrie à son tour. Et c'est vraiment cette coopération entre ces deux partenaires qui leur a qui leur a permis de survivre dans ce milieu très contaminé. Donc c'est vraiment une histoire très démonstrative qui montre c'est la collaboration positive et constructive en fait qui leur permet de se développer. Et, et pour compléter l'image que tu as donnée de la tomate et puis des légumineuses qu'on peut associer à la tomate, c'est de montrer que c'est pas qu'un échange de nutriments, c'est pas du donnant-donnant, hein, c'est beaucoup plus profond, adapté physiologiquement pour collaborer avec l'autre. Et c'est ça que je trouve beau, c'est qu'il y a un effort partagé et réciproque des deux partenaires, sinon ni l'un ni l'autre n'aurait réussi. Donc voilà, c'est pas simplement un échange du nutriment, ça va beaucoup plus loin que ça. Et je trouve que c'est globalement un mode de fonctionnement qui doit nous inspirer dans cette période extrêmement difficile pour nous aussi. Voilà, à un moment où il y a évidemment des tensions géopolitiques, et de façon très concrète pour le sujet qui nous intéresse, voir que les engrais azotés ne parviennent plus auprès des agriculteurs, c'est un élément de réflexion parce que la nature a trouvé des solutions qui ont belle allure, hein, pour en reparler, hein, mais quand on voit dans quelles conditions la bactérie abritée dans les légumineuses fabrique un engrais, c'est quand même beaucoup plus subtil et plus acceptable que ce que peut faire la chimie pour produire ces engrais, qui est consommateur d'hydrogène, qu'il faut produire avec du gaz naturel, avec des coûts énergétiques qui sont colossaux. Les conditions de cette réaction de réduction, il faut quand même en parler, hein, c'est 450 degrés sous 150 atmosphères avec un catalyseur. Bon, la bactérie abritée dans les racines de légumineuses fait ça à température ambiante, sans pression. Son catalyseur est une protéine, la nitrogénase, et ça se fait dans des conditions extrêmement douces. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est simple. Ce sont des mécanismes très sophistiqués, mais la légumineuse va aider la bactérie voilà, en protégeant notamment cette nitrogénase, en nourrissant la bactérie, va l'aider à réduire ce fameux azote en ammoniac. Donc cette coopération est absolument essentielle. C'est ce qui leur permet voilà, de se développer, de survivre. Et ça devrait nous inspirer pour réfléchir à une autre organisation du modèle économique dont on a montré autour de ce colloque que c'était la seule issue possible, y compris jusqu'au niveau international. C'est la coopération et la complémentarité des activités, en fait, qui permet de s'en sortir quand on est soumis à des conditions extrêmement complexes. Oui, chez Nous sommes vivants, on parle souvent de liens mutuellement bénéfiques Mm. pour qualifier la symbiose. Je ne savais pas qu'il y avait une adaptation euh, de chacun des acteurs. Euh, et effectivement, la symbiose, c'est la régénération et c'est l'opposé de la prédation. Et la prédation, on voit Oui. bien ce que c'est effectivement sur la biodiversité ou les humains. Cette réflexion euh, sur les solutions basées sur la nature est au cœur de ton laboratoire. Ah oui, tout à fait. Parce que voilà, quand on s'intéresse je veux dire, à ce genre d'espèces, hein, que ce soit la bactérie ou la légumineuse, nous ont vraiment impressionnés par les solutions qu'elles ont mises en œuvre. En fait, c'est très inspirant. Et donc, non seulement ça a été pour nous le point de départ de la restauration écologique, hein, au sens vraiment scientifique du terme, d'un site minier. C'est quelque chose qu'on a aussi développé à très grande échelle en Nouvelle-Calédonie après, avec cette même inspiration de la nature, mais là avec des espèces endémiques, mais avec la même idée que les légumineuses sont absolument extraordinaires et essentielles. Mais ça nous a amené à découvrir des choses que on n'avait pas anticipées. Et la légumineuse qui vit en symbiose avec cette bactérie au milieu contaminé, il faut savoir qu'elle fait plus que d'abriter, de nourrir cette bactérie et de tolérer la pollution. Elle est en plus capable de l'extraire du sol, et ici c'était le cas du zinc, et de la confiner dans ses parties aériennes en très grosse quantité. Là aussi par des mécanismes subtils qui sont très jolis à découvrir, mais qui donnent des pistes justement pour assumer la notion de solution fondée sur la nature jusqu'au bout. Quand on regarde la définition de la Commission européenne, on oublie toujours la fin. Le début, évidemment, est très important, rendre un service à la biodiversité, apporter des avantages environnementaux, c'est la base, c'est très bien.
mais pas que. Il faut aussi apporter des avantages sociaux et économiques. La définition va très loin. Il est même dit que ces solutions fondées sur la nature doivent être rentables. C'est quand même une sacrée question, parce qu'il faut trouver donc une valeur économique à ces solutions fondées sur la nature, mais pour être cohérent avec la solution écologique initiale, il faut que la valorisation économique n'ait pas d'empreinte environnementale. Bon, c'est pas trop comme ça qu'on raisonne aujourd'hui. Donc il faut innover, il faut réfléchir. Et là encore, on doit s'inspirer de la nature. Et cette superbe légumineuse donc, concentre jusqu'à 15% dans sa matière sèche des parties aériennes du zinc. C'est sidérant, c'est plus qu'un un minerai de zinc qu'on pourrait trouver. Bon, il se trouve en plus que les ressources minérales en zinc sont en train de s'épuiser. Mais quand on voit les capacités de concentration du zinc que la légumineuse met bien à l'abri dans ses parties aériennes, hein, comme pour mieux s'en protéger, on se dit là qu'on a une opportunité. C'est-à-dire toutes ces feuilles mortes de cette légumineuse sont hyper chargées en zinc et sont un réservoir de zinc qui peut être très utile pour un domaine industriel qui est important et assez incontournable, hein, qui est la chimie, on ne peut pas s'en passer, mais en repensant la chimie autrement. C'est-à-dire que cet outil zinc fourni par la légumineuse est extrêmement puissant pour repenser la production de médicaments, hein, donc de molécules utiles pour notre santé, ou plus globalement de molécules utiles pour notre bien-être. Donc voilà, c'est cette dimension économique qu'on a travaillée et dont on s'est rendu compte qu'elle était beaucoup plus pertinente et performante que ce qu'on avait pu anticiper. Et là, encore belle leçon de la nature, les, ce qu'on appelle entre guillemets les catalyseurs en chimie, hein, donc à prendre vraiment au sens très commun du terme, hein, les accélérateurs de réaction qui viennent de la plante sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont d'origine minière. Ils sont beaucoup plus intéressants. C'est assez marrant parce qu'ils répondent à ce qu'on appelle en chimie la catalyse coopérative, là aussi. Les éléments physiologiques de la légumineuse, tels que du magnésium, puisque c'est une plante chlorophyllienne, et puis le zinc qu'elle a accumulé, vont s'associer, s'auto-assembler et mettent à notre disposition des outils chimiques absolument extraordinaires qui étaient inconnus et qui nous permettent de repenser donc la chimie organique avec un regard complètement différent et qui est un fort encouragement pour réduire l'empreinte environnementale de la chimie. Donc on a été jusqu'au bout, on l'a assumé, c'était un point de départ qu'on a pu déployer dans plein d'autres contextes et qui s'inscrit vraiment dans le modèle de l'économie régénérative. Donc vous allez enfin, comment dire, d'un terrain de recherche biologique avec certainement des analyses euh, des sols, analyse de ces bactéries pour pouvoir les caractériser. Et vous allez ensuite jusque un déploiement auprès des acteurs économiques et certainement des collectivités territoriales. Comment vous faites en fait pour faire justement collaborer ou coopérer toutes ces parties prenantes autour d'un projet de recherche porté par des scientifiques? Alors en fait, au départ, on a comme souhait vraiment d'apporter une solution naturelle à ces contextes de dégradation. On a parlé des sols, mais quand on s'est intéressé à la pollution des sols, on s'est vite rendu compte que l'eau était très impactée. Donc ça nous a interpellés aussi. Et donc à chaque fois, mais on essaie de discuter avec, je veux dire, des organismes de ces milieux. Ça peut être des responsables territoriaux. On le fait beaucoup. On travaille beaucoup avec les gestionnaires des bassins de versants, l'Office français de la biodiversité. Je me rapproche aussi d'écologues qui ont chacun des spécialités, soit dans le domaine des micro-organismes, soit des plantes. Donc l'idée, c'est d'avoir la connaissance la plus globale du problème, la plus complète possible, sans limite disciplinaire. Voilà, de façon vraiment à comprendre le scénario de pollution et l'impact que ça a sur les écosystèmes. Puis après, on essaie de digérer toutes ces informations. Et dans un deuxième temps, on essaie de comprendre comment répond la nature. Parce que les capacités d'adaptation de la nature sont essentielles pour bâtir un programme de restauration. Et là, c'est typique. La légumineuse, on n'avait pas anticipé que ce serait un hyperaccumulateur de zinc, qui est, à ma connaissance, le meilleur connu au monde. Et c'était pas du tout anticipé. Donc, comprendre comment la nature répond, pour savoir quelles sont les espèces qui sont en train de s'adapter, essayer de comprendre comment elles s'adaptent et puis les aider en fait dans cette stratégie d'adaptation pour qu'elles puissent se développer
et initier la restauration écologique du milieu, c'est-à-dire essayer de recréer l'écosystème initial. Voilà, c'est un long travail, Mhm. mais qui nécessite de discuter avec tout le monde. Et sur les acteurs économiques, parce que ça, c'est pas Oui. simple. Ils attendent une solution déjà clé en main. Oui. Collaborer pour faire de la recherche, c'est pas simple. Ah non, c'est pas simple. C'est un travail, surtout quand on est à l'interdisciplinarité, parce que c'est quelque chose qui intervient dans chaque discipline qui est impliquée dans ces programmes de recherche. Je veux dire, le secteur le plus inattendu, c'est que ce soit la chimie qui puisse devenir force économique d'une solution naturelle. C'est presque un paradoxe aujourd'hui, mais c'est quand même une réalité pour nous. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on assume au sein du laboratoire un maximum de choses. D'une part, ben, on est à l'origine de la valorisation économique, qu'on étudie déjà d'un point de vue recherche fondamentale pour bien comprendre ces outils naturels fournis par ces plantes qui accumulent les métaux ou d'autres polluants d'ailleurs. Et puis après, on étudie leur utilité possible. En chimie, je précise durable, hein, sinon ça n'a aucun sens, qui s'appuie vraiment sur les piliers du développement durable, donc. Donc, on étudie, on essaie de revisiter la construction de molécules d'intérêt économique, mais d'intérêt marché. Actuellement, on travaille sur la synthèse de principes actifs qui sont à l'origine de médicaments qui sont au risque de pénurie d'approvisionnement en Europe et donc en France. Donc, ce qui nous motive, c'est de trouver des solutions avec nos outils chimiques d'origine végétale. Donc, on sait qu'il y a un marché, il y a une demande. C'est bien sûr extrêmement motivant pour tous les chercheurs de se dire qu'on peut participer à un effort de souveraineté sanitaire, mais c'est ce qu'on fait. Donc, quand le résultat de recherche est convaincant, eh bien, en fait, on crée une entreprise. On la crée nous-mêmes, hein. Donc là, on va créer la quatrième. Pourquoi? Parce qu'on pense que la solution la plus rapide n'est pas d'attendre qu'un industriel s'intéresse, parce qu'en général, on attend longtemps, mais c'est de faire les montées en échelle des procédés jusqu'à un niveau d'industrialisation pour en prouver la faisabilité. Et après, on va voir les industriels de la chimie qui sont motivés par ces sujets. Mais on a pris tous les risques, en fait, et on les assume. Ah oui, effectivement, là je comprends comment ça peut fonctionner parce qu'effectivement cette montée à l'échelle, c'est-à-dire que les industriels, certains, hein, parce qu'ils sont fair trade ou vraiment co-investissent sur de l'expérimentation, mais en général leur blocage effectivement c'est quelle quantité sera disponible à quel prix. Et voilà, et il faut que ce soit enfin, il faut que ce soit industriel quoi. Et Voilà, il donc faut que effectivement, oui. si vous faites ce SAS en prenant les risques, effectivement, je suppose que de toute façon aussi, vous les contactez pour connaître un peu leurs besoins Ah, afin de oui, oui, c'est de les évident, hein, c'est vraiment cette relation qui est importante. C'est vraiment de connaître les points bloquants qu'ils rencontrent Mm. et puis donc les intégrer dans nos procédés pour répondre au mieux à une demande. Après, il faut savoir que l'industrie chimique européenne est quand même malmenée en ce moment. Donc l'idée, c'est pas d'attendre qu'ils investissent dans des choses nouvelles qui vont mettre du temps à acquérir une maturité industrielle. C'est donc voilà, d'assumer en interne cette industrialisation pour qu'on arrive à, je vais dire, une faisabilité industrielle prouvée, démontrée sur des exemples d'intérêt économique. Effectivement, la régénération est un triple impact environnemental en prenant en compte la biodiversité puisque c'est la partie vivante, au-delà des ressources naturelles, c'est prendre en compte l'aspect économique, la viabilité économique, et c'est prendre en compte le social. Donc effectivement, je vois bien ces trois piliers là dans l'exemple que tu donnes, avec des compléments alimentaires certainement voilà, très intéressants pour la santé. Et Alors c'est ça, ça. oui, oui. Est-ce que c'est ça ton approche de la régénération? Est-ce que vous avez le sentiment, la conviction que vous faites de la régénération? Alors oui, oui, très clairement, parce que le modèle, encore une fois, c'est restaurer des écosystèmes dégradés, c'est le point de départ. C'est cette volonté initiale qui va être source d'innovation. Bien sûr, on va restaurer un écosystème terrestre, aquatique ou zone humide sur lequel on travaille beaucoup en ce moment à l'aide de solutions fondées sur
la nature et son adaptation au stress auquel on la soumet. Et ça va générer des outils innovants qu'on va étudier pour créer de la valeur économique. Alors ça va plus qu'à des compléments alimentaires, hein. On est vraiment en train de revisiter la synthèse de principes actifs de médicaments. On travaille actuellement sur la synthèse d'agents anticancéreux, mais qu'on a complètement repensé. Tu m'entends toujours, Jérémy? Je t'entends. Le Oui, parce sujet que est il y a intéressant. des coupures, il y a des coupures de connexion. Donc voilà, donc on est vraiment on revisite la synthèse de ces agents anticancéreux complètement. Est-ce qu'on va transférer vers l'industrie pharmaceutique? C'est un procédé clé en main qui aura un bénéfice économique qui sera compétitif par rapport à l'existant, c'est-à-dire un procédé qui tourne en Asie, mais au-delà de l'aspect compétitif d'un point de vue économique, qui sera accompagné de bénéfices écologiques. C'est indispensable. Et je pense que voilà, ça n'est absolument pas contradictoire, contrairement aux idées reçues. Les deux vont de pair. Quand on fait un effort pour réduire l'empreinte environnementale d'un procédé, ça se traduit souvent, très très souvent, en bénéfice économique. Voilà, et encore une fois, le côté régénératif, il est parce que, oui, la vente de ces médicaments ou des procédés pour produire ces médicaments sera une source de revenus qui va être un encouragement énorme pour continuer à restaurer les écosystèmes dégradés. Et c'est ça le côté régénératif, en fait, qui nous intéresse. Quand on parle de régénération, quand on parle d'écologie, quand on parle de médicaments, on se pose la question de comment vous faites les arbitrages. Alors, c'est vraiment des études de marché. Le côté économique est basé sur des études de marché que l'on fait, pas nous-mêmes. Donc, on les travaille avec des spécialistes du domaine pour identifier, quand je parle de médicaments, on ne va pas choisir arbitrairement médicaments, mais on s'intéresse à la liste des médicaments classés essentiels par le ministère de la Santé et BPI France, parce qu'ils sont vraiment en risque de pénurie chez nous. Donc, c'est vraiment notre motivation première. Et après, ben, parmi ceux-ci, parce que malheureusement, il y en a une liste assez longue, on va chercher ceux pour lesquels nos éco-catalyseurs d'origine végétale ont une plus-value et vont permettre d'être beaucoup plus performants que le catalyseur conventionnel. D'accord. Par exemple, on peut avoir des biocarburants où on plante, alors je sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, du colza. Et en fait, c'est pas la meilleure solution pour la nature ou pour un équilibre de notre système alimentaire. Et donc, Oui, si je vois bien effectivement l'approche par le risque économique et santé, et ensuite les bénéfices qu'on va valoriser, comment se font les arbitrages entre l'économique, l'environnemental et le sociétal? alors l'arbitrage est très simple, c'est qu'encore une fois, l'étape numéro un, c'est la volonté de restaurer donc un écosystème. Donc par exemple, je vais parler des milieux aquatiques. On a travaillé sur en fait un système complètement naturel de dépollution de l'eau, où on a identifié des espèces végétales exotiques envahissantes, aquatiques, dont le système racinaire que nous avons beaucoup étudié nous permet de capter des éléments métalliques polluants dans des effluents industriels. Plutôt que de les rejeter dans l'environnement ou dans une station de traitement avec des difficultés de gestion de cette station, on les capte grâce à notre poudre végétale. Donc schématiquement, c'est voilà, une colonne remplie d'une poudre végétale d'une espèce exotique envahissante. Donc voilà, une espèce très abondante, trop abondante, dont on assure la gestion en la prélevant selon les règles d'usage, avec une éthique en phase avec les règles de l'OFB. Cette poudre végétale est placée dans des colonnes, les flux industriels passent à travers la colonne, les poudres végétales se comportent comme une éponge à métaux qu'elle va capter. Et on étudie ça scientifiquement. C'est très robuste, hein, c'est la physicochimie, c'est modélisable. Il y a des lois derrière qui permettent de contrôler tout ça. Et l'eau peut être rejetée dans l'environnement répondant aux normes. Et on se retrouve avec une poudre végétale gorgée d'éléments métalliques. Évidemment, si elle part dans l'environnement, c'est un élément métallique polluant. Mais s'il est capté, ça devient tout simplement un catalyseur qui peut être extrêmement précieux, en fait, pour la chimie, y compris la chimie pharmaceutique. On parle de guerre aux métaux stratégiques,
eh bien, plutôt que d'aller se battre avec le pays qui a la ressource dans son sol, nous on n'en a pas trop en Europe, il faut bien l'admettre, eh bien, on travaille sur le recyclage. Voilà. Et le recyclage, grâce à des plantes exotiques envahissantes dont on a identifié ses propriétés. Donc on fait coup double. On va soulager la pression exercée par ces plantes envahissantes en milieu aquatique, qu'elles exercent sur la biodiversité, les transformer en poudre végétale, donc sous forme morte inoffensive, qui vont rendre un deuxième service, dépolluer l'eau. Et cette dépollution a une finalité de recyclage de métaux stratégiques qui deviennent à leur tour des outils pour la chimie de synthèse. Qu'est-ce qui ferait que les entreprises s'intéressent plus aux solutions basées sur la nature? Parce que les collectivités territoriales sont au fait des solutions basées sur la nature, par exemple sur les zones humides. Par contre, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à parler de pratiques régénératives en agriculture et plus largement dans le monde de l'entreprise plutôt que de solutions basées sur la nature. Ou alors on va parler de s'inspirer de la nature, mais on va pas parler de solutions basées sur la nature. Donc qu'est-ce qui ferait que ça soit plus, comment dire, pris en considération? Oui. Alors, si notre motivation, je vais dire, essentielle est vraiment de restaurer un écosystème, c'est sûr que l'industriel a moins cette préoccupation. Il a une préoccupation vitale de faire tourner son entreprise et qu'elle soit rentable pour continuer ses activités. On ne peut pas ignorer ce fait. Il faut le prendre en compte. Donc, notre pari, et qu'on démontre clairement maintenant, c'est que les catalyseurs d'origine végétale, tels qu'on les conçoit, ont une richesse en termes de réactivité, de performance, qui, dans un certain nombre de cas, est supérieure aux catalyseurs conventionnels d'origine minière. Donc, l'industriel qui recherche bon, la survie, le développement, est forcément sensible à un aspect performance. Et si on lui dit qu'en plus, cette performance économique est associée à un bénéfice écologique, c'est très bien reçu. Mais bien sûr, le bénéfice écologique ne lui suffit pas. Ça, c'est, voilà, faut être très clair là-dessus. Mais on est capable de, je vais dire, de faire coïncider les deux en faisant aussi des analyses économiques de nos procédés, parce que ça, on l'assume aussi, pour montrer, contrairement à ce qu'on entend tous les jours, que des synthèses de produits biosourcés, uniquement avec des ressources naturelles abondantes, bien sûr, ça n'est pas toujours plus cher qu'un procédé pétrosourcé. Mais ça, faut le démontrer. Il faut arriver avec cette démonstration factuelle, technique, qui montre en fait que ça peut être extrêmement rentable. Oui, parce que par exemple, dans la, comment dire, dans les parfums, par exemple, ils sont passés à des matières synthétiques, quoi. Oui, 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 c'est vrai. Donc finalement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'industriels pour lesquels c'est évident que c'est moins cher. C'est moins cher. Voilà. Alors, quand on voit je veux dire, les indicateurs environnementaux des procédés, d'ailleurs, on travaille sur une molécule dans le domaine de la parfumerie. Quand on voit les indicateurs environnementaux qui sont associés au procédé, ça porte quand même à réflexion. Parce que je pense que voilà, le traitement des déchets, ça coûte cher aussi. Ça, c'est quelque chose qui se comprend bien pour un industriel. Après, ces matières premières, bien dans le contexte actuel, coûtent plus cher aussi, faut le savoir. Voilà, ça c'est la leçon actuelle de tout ce qui dérive de la pétrochimie. Les prix augmentent, fluctuent. On comprend les incertitudes, les fluctuations de ces marchés, des approvisionnements en matières premières qui aident à réfléchir. Alors, pourquoi parfois c'est pas seulement parce que ça coûte moins cher, c'est aussi parce que aller trouver la molécule à l'odeur idéale dans la nature, ça peut être aussi une façon d'épuiser la ressource naturelle. Donc, il faut aussi faire attention à ces aspects. Donc, le meilleur compromis, c'est de repenser ces synthèses différemment. Et c'est vraiment ça qu'on essaie de faire, c'est-à-dire de les nourrir par ces efforts de restauration écologique qui fournissent des outils en chimie hyper performants, nouveaux, qui étaient inconnus et qui permettent de repenser la chimie différemment. Quand tu dis repenser la chimie différemment, parce que je suis pas sûr que, que tu as été extrêmement clair. Qu'est-ce- Oui. L'expliquer tu- concrètement sur l'idée du parfum, parce que comme on vient de parler de parfum, c'est toi qui Oui. évoquais l'idée. Je peux le faire parce qu'on travaille vraiment sur une star dans les grands parfums.
Donc voilà, on a retravaillé sa synthèse parce que c'est typiquement le sujet. C'est soit une molécule de synthèse qui coûte pas grand-chose, mais qui a une empreinte environnementale majeure, soit on l'extrait d'une plante, mais ces plantes sont rares. D'ailleurs, la molécule est rare aussi, et c'est une menace pour l'existence de la plante. Donc nous, on est sur un marché intermédiaire. On a repensé complètement la synthèse, c'est un produit de synthèse, mais qui s'appuie sur en fait des indicateurs environnementaux dans la chimie de synthèse qui existent où tous les points faibles du procédé sont retravaillés. Un exemple démonstratif, grâce au catalyseur d'origine végétale, on a déjà moins d'étapes que le produit de synthèse pétrosourcé. Moins d'étapes, ça veut dire quoi? Moins de solvants. Le solvant, c'est le déchet majoritaire de la chimie. Après, il y a des réactifs qui sont toxiques, voire écotoxiques, qui sont mis en défaut par la réglementation européenne de la chimie, REACH. C'est quand même une force, hein. Je le rappelle pour nous, parce qu'elle est un peu en difficulté, cette réglementation. C'est une réglementation européenne unique, qui est un booster d'innovation qu'on devrait soutenir plutôt que de l'affaiblir. Mais c'est un indicateur. Attention, il y a dans votre synthèse un produit qui peut être toxique. Pour nous, il est forcément remplacé. On n'a pas le droit d'utiliser. On va aller chercher une solution naturelle ou inspirée de la nature pour se substituer à cette molécule toxique. Voilà. Donc en fait, ça fait partie de ce qu'on essaie de... Voilà, donc c'est une autocritique et une analyse profonde d'un procédé basé sur ces indicateurs environnementaux pour éliminer tout ce qui est problématique et limiter l'empreinte environnementale globale du procédé. Mais ce n'est pas du vocabulaire. Hein, il Oui. y a des On a- calculs et des analyses qui sont faites là-dessus. Donc c'est vrai qu'on aurait pu penser que c'était un remplacement d'ingrédients par un autre, mais ce que tu dis, ce que vous faites, c'est que vous repensez la chaîne de valeur ou la chaîne de production d'un composant et de tous ces composants pour trouver d'autres façons de faire sur l'ensemble du processus. Et exactement. D'accord. Il y a des réactifs indésirables, ben, ils sont remplacés par des déchets végétaux. Ça, on le fait très souvent. Les déchets de la betterave sucrière qui servent à rien, pour nous, ça a une valeur qui n'était pas pensée comme réactif en synthèse organique. C'est un exemple concret aussi qui figure d'ailleurs dans cette synthèse de parfum. Mm. Voilà, donc c'est vraiment remettre en cause les idées toutes faites et les outils qu'on a utilisés pendant un siècle pour aller chercher des solutions qui ont beaucoup plus de sens et qui vont se traduire par un avantage environnemental et Mm. non pas un problème. Oui, c'est assez similaire à ce qu'on fait avec le business model régénératif qui est un canevas et 5 ateliers. On pose la chaîne de valeur actuelle avec toutes les étapes de production, tous les acteurs. Et ensuite, minutieusement, on essaye de transformer cette chaîne de valeur prédatrice sur la biodiversité, la santé humaine et même économiquement non viable, souvent pour justement qu'elle devienne régénérative. Donc c'est assez similaire. Et nous, le gros enjeu que l'on a, c'est le temps que ça prend de se coordonner, de comprendre ce que fait chacun. Et d'avoir à la fois des fois des agriculteurs et de l'autre côté un distributeur et des consommateurs. Et c'est des Oui. parties prenantes qui parlent pas le même langage et qui n'ont pas forcément, voilà. Euh, on verra dans les lauriers de la régénération qui va gagner cette année, même si gagner n'est pas important, mais être mis en lumière. L'année dernière, c'était dans le modèle économique, c'était C'est qui le patron? Et ils ont justement tissé des liens mutuellement bénéfiques entre l'agriculteur et le consommateur étant OK pour payer euh, le service fourni par l'agriculteur au juste prix, qui lui permet Oui. de bien produire dans le temps. Et c'est qui le patron a fait 12% de chiffre d'affaires en hausse à un moment donné où le lait bio ou le bio en général était déréférencé dans les supermarchés. Bah merci Claude, c'est très inspirant et c'est vrai il y a plusieurs niveaux pour les personnes qui vont écouter cette interview d'inspiration. En tout cas, je te remercie Claude. Je t'en prie, je vais simplement rajouter un petit mot, c'est que Vas-y. je comprends les difficultés que tu viens d'évoquer. C'est Mhm. pour ça, en fait, qu'on essaie de créer un laboratoire interdisciplinaire qui est un maximum d'intervenants
Donc à chaque étape de la transformation de cette filière, en fait, que tout le monde travaille ensemble. La meilleure solution pour se comprendre, voilà, c'est de travailler tous ensemble, c'est le système de la coopération, mais on est tous ensemble. C'est une équipe d'écologues, chimistes des matériaux, chimistes organiciens, économistes, également anthropologues, parce qu'il faut prendre du recul par rapport à tout ça. Voilà, il y en a un qui fait des études de marché, c'est sa formation initiale. On a un juriste, voilà, on a une équipe la plus complète possible pour effectivement anticiper toutes ces incompréhensions qu'il peut y avoir entre différents partenaires. Donc on essaie de les intégrer, en fait. Dis-nous à nouveau où il est ce fantastique laboratoire transdisciplinaire. Alors il est à Montpellier, dans le biopôle de Grabel. D'accord, donc vous êtes dans un pôle de compétitivité, c'est ça? Alors Un c'est un biopôle, hôtel d'entreprise. un Mm. hôtel d'entreprise. Bon, bah c'est Oui. super, merci beaucoup Claude, Voilà. et à Merci bientôt. beaucoup pour l'échange. À bientôt.